Non. Hey, Raph, trouves-tu que ça sent bon? Ça sent, je sais pas ce que ça sent, Luc. C'est quoi que ça sent? Ça sent ma saison préférée. Ça sent les gros bocs chevreuil, puis ça sent les saumons oranges, puis le temps qui refroidit. Ça sent l'automne. Cette odeur-là, il faudrait bien qu'on en parle. Ouais. Quand fait que ça fasse, il est comme aussi que tu t'envoies avec ton odeur. Bon, aujourd'hui, on fait un podcast saumon d'automne. Ça va être sûrement encore récurrent avec plein de contenu. On a un invité qui est malade avec Philippe Charron qui est là. C'est membre fondateur de l'école de Caudal. C'est un mentor avec la Fédération québécoise du saumon atlantique. Il a gagné le Big Bash Challenge avec Carl en 2017. C'est vraiment un instructeur d'expérience avec qui j'ai pêché récemment, qui m'a vraiment donné des bons conseils. Bienvenue dans le podcast, Phil. Et merci, je suis très content d'être là. Merci d'être là, Phil. Je suis content. Oui, j'arrive avec la senteur de l'automne. Oui. Il s'est mis des feuilles d'automne quand tu t'en Charles Roteau. Une petite odeur de Roteau, mon Phil. Phil, tu as plein d'expérience. Justement, je viens de dire qu'on a été pêcher ensemble. Je l'ai vu quand on était pêcher ensemble. Tu sais vraiment de quoi tu parles. Toi, tu ne dois pas être non plus à ta première expérience au niveau du saumon. Ça fait clairement plus qu'une saison que tu pêches le saumon. Oui, ça va vite la vie. Là. Ça fait une vingtaine d'années. Puis j'étais assez chanceux de pouvoir pêcher avec plusieurs personnes, plusieurs bons guides. J'ai comme une espèce d'expérience sur deux niveaux. J'ai celle de pêcheur, mais j'ai travaillé en collaboration avec Saumon Québec, puis la FQSA, puis ça m'a donné l'opportunité de faire des rédactions. Donc, je me suis promené beaucoup là, sur les rivières. J'ai fait des tournées du Saguenay, la Moisie, la Côte-Nord, plusieurs Gaspésie, plusieurs rivières de la Gaspésie, autant des secteurs là, libres que des secteurs contingentés. Donc, j'ai eu la belle job d'écrire des articles sur des endroits magnifiques au Québec. Puis ça, ça m'a permis de côtoyer des guides d'expérience, des gestionnaires également. Donc, j'ai comme eu vraiment un portrait global là, des rivières. Puis ça m'a aidé, c'est sûr, en tant que pêcheur. Mais ça m'a aussi aidé à comprendre un peu là, cet univers-là du saumon au complet au Québec. Un pêcheur d'expérience, c'est pas nécessairement un pêcheur qui pêche tout le temps la même rivière. C'est le pêcheur qui va aller voir d'autres types de la couleur de l'eau, d'autres structures. Les rivières sont pas toutes faites pareilles. Fait que c'est clair que tu vas atteindre des compétences particulières là, puis différentes là, en côtoyant toutes les rivières. C'est vraiment intéressant, ça. Je suis un poseur de questions. Fait que j'en ai posé des questions au guide. Petit curieux. Ah oui, j'aime apprendre. J'adore apprendre. C'est vrai, ça. J'ai posé beaucoup de questions. Puis j'ai eu plusieurs réponses. Puis à un moment donné, tu fais le tri là-dedans. Puis tu prends des notes. Puis c'est ça. C'est ça qui te fait une expérience globale un peu là, de la pêche au saumon. Oui, cool. Il y a un point que tu dis que tu écrivais. C'est quoi? Tu écrivais, c'était où ça? Ça sortait comment? Ça sortait où? Oh, ça a sorti surtout avec la revue Destination Pêche à la mouche, dans le fond, qui était comme... j'étais comme un peu entre l'arbre et l'écorce, là, dans le sens que je travaillais pas pour Saumon Québec, on engageait Caudal pour faire de la rédaction. Puis moi, mon travail, c'était tout simplement d'aller décrire mon séjour, puis l'offre de service complète. Là. Donc, autant quand j'allais à Gaspé, je faisais les rivières, la Darmoute, le secteur libre, que j'allais aussi passer une journée au pavillon. Donc, je voyais la différence aussi entre les deux. Fait que ça me permettait de faire vraiment une description complète là, de l'offre de service. C'était vraiment merveilleux. Saumon Québec qui est maintenant la FQSA, c'est quoi qui s'est passé? J'ai pas suivi tout le temps cette game-là. Oui, c'est ça. Il y avait les deux entités. Il y avait FQSA et Saumon Québec. En fait, Saumon Québec représentait les gestionnaires des rivières à saumon. Alors que la FQSA représente plutôt, si on veut, les pêcheurs et la ressource. Et là, maintenant, il y a un mariage qui a été fait entre les deux, au bien de tous, parce que nous, on avait chez Caudal des gens qui travaillaient à la fois à la FQSA
Puis moi, je travaillais dans les salons. En fait, je représentais dans les salons chasse-pêche les gestionnaires des rivières. Mais tout ce beau monde-là buvait de la bière ensemble. Oui, ils ont tous un même but commun. Mm-hmm. Puis maintenant, en regroupant les deux, en ayant fait ce mariage-là, je pense qu'on est beaucoup plus fort parce qu'on a les mêmes demandes, les mêmes revendications. Ça, c'est une belle chose. C'est sûr que si on a tous le même but de faire continuer cette pêche-là puis de faire prospérer tout ça, on est aussi bien d'être ensemble qu'être deux entités différentes. Ça fait quand même plein de sens. Effectivement, là, c'est ça un peu aussi qu'il faut comme travailler un peu au Québec. C'est un peu de solidarité là, par rapport à toutes ces demandes-là. Il y a encore du chemin à faire, par contre. Moi, je me rappelle quand je faisais des salons, pas une petite histoire courte, là, mais quand les gens venaient me voir au salon, il y avait 3 interrogations. Là. La première chose, les gens se disaient, c'est pas facile techniquement de pêcher le saumon. On le sait, c'est pas plus dur que pêcher la truite. Non. C'est juste une autre façon de pêcher. On avait souvent la fausse impression que c'était dispendieux également. Ouais. Donc, quand on donnait l'information aux gens, on leur disait, c'est quand même assez accessible là, au niveau des prix. C'est quelque chose qui ont fait excusez, je déparle la soir, mais ils ont fait la promotion de la pêche au saumon vraiment d'une façon incroyable dans les dernières années, puis c'est vraiment accessible. Ils ont vraiment focusé sur l'accessibilité de la pêche au saumon, puis que c'était pour tout le monde, la ressource. Là. Le but, c'était de démocratiser. Ben oui, puis c'était pour tout le monde. Ouais. Exact. Et puis la dernière chose que les gens, quand ils venaient me voir au salon par rapport à la pêche au saumon, les gens disaient que c'est compliqué. Ouais. Et puis ça, je suis obligé d'avouer qu'on a du chemin à faire parce qu'effectivement, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer. Là. Quand tu essaies de faire un résumé, une synthèse là, de comment ça se passe au Québec, les secteurs libres, les secteurs contingentés, des tirages 72 heures. Il faudrait m'expliquer, moi aussi, pourquoi il y a des rivières qui ont des tirages 48 heures, il y en a que c'est 72 heures, il y en a que c'est des tirages pré-saison 1er novembre, puis il y en a d'autres que c'est plus tard dans la saison. Puis il y en a que c'est 48 heures la moitié de la saison, puis après ça, il n'y a plus de 48 heures pour le reste de la saison. Ouais, c'est ça. Fait que ça j'ai vu passer ça sur Facebook. Ça, c'est un petit peu le côté que je crois qu'on aurait intérêt à se réunir, là, puis peut-être au niveau, pour faciliter le marketing de tout ça, là, parce que c'est une perception que les gens y ont. C'est sûr qu'en même temps, en contrepartie, je dirais que ça fait un peu partie du plaisir aussi. De comprendre la gestion d'une rivière puis de connaître comment à Gaspé, avec 3 rivières, les tirages, ça fonctionne. Il y a comme un plaisir là-dedans. Là. Donc, c'est un peu complexe, mais bon. Ça, c'est des choses, ça m'a permis de voir les 2 médailles, de voir à la fois ce que le pêcheur recherchait, mais aussi avec quoi le gestionnaire qui gère une rivière il doit, lui... ses enjeux. Ben oui, il y a des employés. Économiques. C'est ça. Fait que c'est tout le temps un peu ça au Québec. Ça, c'est le chemin, je pense, qu'on peut faire. Puis que je pense qu'on est sur la bonne voie parce que les gens communiquent ensemble. Il y a un bon vouloir de la part de tout le monde. Puis on voit là, qu'il y a des résultats. En tout cas, les gens semblent beaucoup plus intéressés. Ouais, juste des dernières années, je trouve vraiment qu'il y a de l'amélioration. Une des belles activités, je pense, qu'il y a eu dans les dernières années, c'est le mentorat de la FQSA. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est à souligner, qui a rendu la pêche au saumon accessible. Puis d'ailleurs, le podcast va sortir juste avant la fin de semaine du mentorat. Donc, on va l'offrir à tous ceux-là qui vont être sur la route puis qui vont avoir un podcast à écouter. Je pense que ça va être le podcast Codal qui va être parfait. Puis, on va parler en plus de pêche d'automne. Fait que ça va pas mal être les conditions du mentorat. Première fin de semaine de septembre, c'est la pêche d'automne, à mon avis, qui commence sur les rivières. Fait que c'est un timing parfait. Ouais. En résumé, le mentorat, c'est dans le fond des gens d'expérience. Puis il va y avoir des pêcheurs qui viennent découvrir la rivière puis qui vont être accompagnés d'un de ces mentors-là. Là, on se promène, le mentorat se promène à différentes rivières, différents endroits. Cette année, c'est Petit Saguenay et Rivière-à-Mars. Saguenay, oui. Donc, c'est ça. Puis les gens sont comme pris en main, dans le fond, là, tout l'ensemble des services, l'hébergement, les repas. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Ça se comble assez vite, les places, d'ailleurs. Oui, puis c'est une chance d'être entouré de des pêcheurs de saumon qui sont d'expérience. Puis quand je dis d'expérience, là, c'est pas n'importe qui est mentor à FQSA. La plupart du temps, quand il y a un mentor, là, il y a de l'expérience en arrière de la casquette. Là. Puis on va se dire les vraies choses, c'est le fun pour les mentors aussi. Parce que tu jases avec d'autres mentors, puis on parlait d'expérience, il y en a qui ont vraiment là, vu beaucoup de choses, qui ont vu ça évoluer.
moi, là, je me suis assis à l'entour du feu les premières fois que j'étais mentor, puis j'étais comme un élève mentor. On va dire que j'écoutais en tabarouette. Là. Je mangeais pas ma guimauve, là. Non, j'écoutais. Ouais, t'étais assis avec 250 années d'expérience autour de toi. Il y a peut-être un moment où on réunit là, une soirée ou à l'entour du feu, là, puis là, t'écoutes. Là. Ouais. T'apprends des choses. Ouais, c'est malade ça. Puis tu sais, tous les gens que j'ai parlé qui ont fait le mentorat, ils étaient ultra contents de leur expérience. Et parlant d'un peu d'élèves, aujourd'hui, j'en suis un en quelque sorte. Parce que moi, le saumon d'automne, c'est probablement un maillon faible à cause de la chasse. Le septembre, c'était aussi une grosse saison pour moi de prospection. Puis ça s'en venait ma chasse. Fallait que je sorte de la pêche, que j'étais trop craqué l'été. Puis là, OK, allez voir pour la chasse au chevreuil, l'orignal aussi. Donc, c'est pas tant. C'est sûrement la pêche que j'ai le moins fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais apprendre beaucoup de vous qui risquez d'avoir pas mal plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Là. Ouais, je pense que tu n'es pas le seul à être dans le même mood. Là. La plupart des chasseurs, ils délaissent les rivières à saumon au mois de septembre. À partir de mi-septembre, là, le monde commence à aller à leur semaine de chasse à l'orignal. Même ils vont, comme tu dis, ils vont préparer leur saline ou ils vont préparer leur chasse en général. Ben, pour moi, en fait, c'est une de mes saisons préférées, la pêche en automne. Ceux-là mes amis proches de moi, ils savent très bien que moi, le mois de septembre, c'est la pêche au saumon. Pour plusieurs raisons. Puis encore là, Luc, tu as apporté un des gros avantages, c'est la pression de pêche à cause de tous les chasseurs qui s'en vont de la rivière. La pression de pêche est beaucoup moins importante. Les rivières sont moins achalandées grâce à nos chasseurs. Donc, merci les chasseurs. Ouais, puis le tourisme est moins fort. Je prends juste la Gaspésie. Là, il y a quand même moins de tourisme, mettons, en Gaspésie en septembre qu'il y en a dans les vacances de la construction. Là. T'as quand même une grosse diminution à ce niveau-là. Ouais, pas mal. Ouais. C'est pour avoir habité en Gaspésie dans ces années-là, il y a vraiment moins de monde. Donc, il y a ce côté-là. Toi, Phil, septembre, ça te dit quelque chose? Ah oui, moi, c'est la pêche que j'aimerais le plus faire. Je suis enseignant, moi, de formation depuis 20 ans là, au secondaire. C'est mon entrée scolaire. Tu sais. Là, s'il fallait que je chasse en plus, je pense que ça me ferait chasser de la maison. Hein? Ça serait ça. Donc, je l'ai fait quelques fois, encore pour des reportages, mais si j'avais la chance, c'est sûr que j'irais plus souvent. C'est beau, c'est magnifique, puis on le dit, là, il y a moins de monde, puis le saumon, ben, il est rentré dans la rivière. Oui, les saumons sont là en quantité. Là. La plupart des montaisons, pour certaines rivières, sont complètes. Mais vous seriez surpris de voir qu'au mi-septembre, il y a des montaisons qui continuent à se produire, là, surtout des grilles, là, des plus petits saumons. Mais il va y avoir des belles runs de grilles selon les coups d'eau dans la rivière. Fait que ça peut être très intéressant aussi. Là. Effectivement. Puis je pense qu'on peut noter aussi comme avantage, c'est qu'on s'est battu avec de l'eau chaude tout l'été. Puis là, tranquillement, les nuits ils vont refroidir. Puis là, on va avoir une température d'eau qui est intéressante là, en partant le matin tout le long de la journée. Quand on parlait des bons temps de pêche le dernier podcast là, sur le saumon qu'on a fait, c'était sur l'eau basse. Puis on parlait que c'est bien beau, mais rendu à midi, quand le soleil tape, là, l'eau elle réchauffe puis la pêche est ordinaire. Mais en septembre, excusez, mais la pêche est bonne toute la journée. Puis ça, c'est un gros avantage qu'on a. C'est hot, ça. Ça, c'est pas pire. Ça fait mon affaire. Puis on a aussi... De m'élever. Vas-y, Vas-y, garde-toi. Ouais. Mais ça fait pas des journées qui sont longues. Ça fait des grosses soirées de party aussi. Alors. Ben oui. Des grosses soirées de party, c'est bon. Oui. Mais c'est parce que c'est comme des souvenirs de pêche, mais j'ai des souvenirs de 11 soupes de bonheur. Oui, il y a de quoi qui me fait capoter pendant l'été, la pêche d'été, là, c'est que tu te lèves pour être le premier sur la fosse. Fait que là, tu te lèves à 3 heures du matin, le temps de prendre ton café, tu déjeunes vite. T'en vas sur le bord de la fosse, tu pêches. Crime, jusqu'à rendu à 10 heures, là, il arrive un petit nuage avec un petit peu d'eau. Tu dis, crime, on va continuer à pêcher. Fait que là, tu continues à pêcher, tu sautes le dodo. Puis là, rendu à 8 heures le soir, tu dis, crime, j'ai pêché toute la journée, je suis brûlé tête. Là. Wow, t'oublies la pêche de soir. Fait que là, tu repars. Ouais. Non, ça fait des journées qui sont plus courtes, mais en même temps, des fois, on est plus concentré aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma pêche. Là. Des fois, je suis comme tout le monde. Là. J'étire ma pêche, mais ben trop longtemps. Toi, oui. Oui. Mais maintenant, j'ai un ami, là, un hamac. Je me suis mis chum avec un hamac. Je le sais, là.
Mais d'après moi, c'est un des bons conseils que tu m'as donné. Achète-toi un hamac. Je me suis acheté un hamac, j'étais assez content. Je suis heureux là-dedans. Si tu savais. On a donné une clinique hivernale chez Codal qui s'appelait Première expérience saumon. Puis le but, c'était pas nécessairement de dire aux gens comment pogner du saumon. Là, de toute façon, ça serait très prétentieux. Ouais. Mais c'est plus de comment on peut faire justement un séjour qui est agréable. Parce qu'il y a des gens qui vont au saumon pour la première fois, puis des fois, ils n'ont pas une belle expérience. Fait que c'est des gens qui ne reviendront pas. Fait que justement, là, c'est de leur dire des choses comme ça, là, d'apporter des choses essentielles. Ben, c'est nono, mais on dit un hamac. Juste leur dire des fois que de prendre un chalet, que t'es mieux d'avoir une laveuse sécheuse qu'une belle vue dans ton chalet. Donc, des fois, c'est un peu ça l'expérience. C'est juste qu'on en a fait des voyages de pêche, puis on a amené des gens au saumon, on a initié beaucoup. Fait à un moment donné, on a fait plusieurs petites erreurs. Fait que c'est un peu ça aussi de partager le fait que on veut pas que les gens reproduisent les mêmes erreurs qu'on a fait. C'est tout. Oui, une des erreurs qui est commune du monde qui commence, c'est la gestion du temps. Ben oui. Le monde ne prenne pas de pause. Hey, le monde pêche à des moments où elle... Ben oui, exact, c'est ça. 14 heures de temps, pas grave. Brûle les têtes, après 2 jours, t'es plus à brûle les têtes. Là, je me suis acheté un hamac, fait que je trouve que le hamac, c'est parfait. C'est comme le concept de liberté totale. Tu dis, j'étais un peu fatigué, je me couche. Je suis plus fatigué, je repêche. J'étais un peu fatigué, je me couche. C'est comme la vie. Pas besoin d'un cycle, genre. C'est toi qui décides de ta vie. C'est malade. Ça me fait capoter comme concept. Ouais, ça, c'est cool. Puis ouais. C'est là qu'un bon partenaire, Luc, là. Tu sais, des fois, là, moi, je pêche souvent avec Carl, c'est sûr. Mais Carl, il a bien ça, tu sais, la gestion du temps. Il est plus relax que moi, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que des fois, c'est ça aussi. Quand t'as un coéquipier, là, qui te modère. Ben ouais, qui t'amène ce que toi, t'as pas. Puis des fois, je trouve que Carl bouge pas assez. Moi, je bouge un peu plus, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, fait que c'est aussi important. Le hamac, mais ton partner de pêche, là, des fois, il fait la job aussi. Oui, un bon partner de pêche au saumon, c'est dur à trouver. Mais quand vous le trouvez, gardez-le. Puis comment qu'on le pêche, ce saumon-là? Je pêche. Moi, je prendrais une canne à pêche. Une canne à pêche avec un petit bout de verre. On se le fait demander souvent. Tu sais, c'est quoi la différence avec la pêche d'automne? Comment on le pêche, ce saumon-là? C'est quoi tu fais différent que tu fais pas l'été? Ben, mettons que tu as un point majeur qui change dans ta pêche. Je vais dire, c'est agression, provocation. Moi, je serais là. Ouais, c'est ça. Ouais, je serais là parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le saumon, à ce moment-là, il est regroupé. Puis, c'est sûr que là, il est en lieu de frais. Donc, il est comme plus agressif. T'sais. Puis, il faut que tu le provoques. Vraiment plus que d'habitude. Il est concentré à moins d'endroits sur la rivière, donc tu le sais plus. Puis un coup que tu sais où il est, mais moi je pense que ce qu'il faut vraiment tenter de faire, c'est d'avoir une vitesse de mouche incroyable. Puis des mouches qui seraient de dimension beaucoup plus grosse, avec des couleurs très flash. Mm-hmm. C'est une théorie comme une autre, mais... Vitesse de mouche pas rapide. Donc, vous avez parlé là, en eau basse de stripper, là. Ouais, moi, je trippe, les gars, là, ça n'a aucun bon sens. Dans la vie, là, tout le monde qui pêche avec moi l'a vu, là. Je suis quelqu'un qui strippe énormément et qui lance beaucoup face à la rivière en 90 degrés, là. Vraiment, là, pour aller chercher le plus de vitesse. Puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi en parlant avec plusieurs guides. Tu sais, on a tendance à penser que le saumon voit la mouche qui arrive devant lui. Je vous le dis, faut pas avoir peur de lancer carrément par-dessus lui puis de faire passer à la mouche, là, vraiment par-dessus la tête. Mm-hmm. Pas juste la swing habituelle là, où tu vois la mouche lui passer devant, mais elle peut arriver de tout bord, tout côté, là, la mouche. Là. C'est un peu comme si on se tripait à la truite. Ouais. Là. J'ai jamais fait ça de ma vie. Une des différences majeures quand on pêche l'automne, c'est que les gros bocs qui sont rentrés en début de saison, qui ont été relativement calmes pendant la saison à cause qu'avec la transition d'eau salée à l'eau douce, ils arrêtent de s'alimenter, fait qu'ils deviennent quand même léthargiques un peu, puis avec l'eau chaude, ça les stoppe aussi, plus que les grilles en fait. Puis quand il arrive l'automne, l'eau refroidit, puis ils deviennent, comme tu dis, très agressifs. Puis les bocs là, de très gros, de très grandes dimensions, là, des 20 livres, des 25 livres, des 30 livres, c'est là qu'ils vont recommencer à être actifs. Puis ça, c'est le défi de l'automne. C'est de faire mordre le gros boc. Là, puis un gros boc avec le gros crochet. Là. Peut-être que vous avez déjà vu des photos
de vieux saumons là, sont lettres, là, tellement qu'ils sont croches. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Ça, c'est la photo. La photo de saumon que je trouve cool. Non, mais l'espèce de photo avec le boc puis le crochet, là, tu dis, ça, c'est hot. Ça, c'est mon défi de septembre. C'est de ramasser ça. Là. Bientôt, là, je vais commencer à chasser uniquement ça. Je veux dire, j'en veux un, je veux goûter à ça. J'y trouve capoté. Donc, c'est à l'automne, ça se passe. Accélère à les dérives. Plus grosse mouche. Strip. Un peu n'importe... essayer différents sens. Ça, je trouve ça hot. Ça marche d'essayer de pas faire la dérive naturelle puis d'essayer de stripper en diagonale dans un peu tous les sens puis de un peu casser notre mental de tout le temps faire la dérive. Ça me traumatise un peu. Carl avait amené un bon point au dernier podcast, puis faites juste respecter l'éthique d'une rivière à saumon si vous êtes entouré de d'autres pêcheurs, par contre. T'sais, on peut, quand vous êtes seul, vous pouvez lancer et stripper de la façon que vous voulez, dans le sens que vous voulez, mais si vous êtes dans une rotation, faites juste être consciencieux qu'il y a quelqu'un en arrière et qu'il y a quelqu'un en avant. Mais si vous avez l'avantage d'être seul, essayez des choses. C'est la meilleure façon. J'ai eu beaucoup de surprises, moi, des attaques comme des brochets, comme un masquis attaquerait une mouche. Là. Puis je vous niaise pas. Là. Le saumon fendait l'eau pour venir ramasser la mouche, là, mais ça, c'est typique automne. Les bocs qui sont agressifs, ça devient très intéressant. Là. Changez-vous quelque chose au niveau des mouches? Ben, la grosseur, tu mets... Ouais, grosseur, couleur comme Luc. Ouais. Quelle couleur? Je sais pas. Moi, j'ai arrêté. J'entends tout le temps parler de mouches oranges pour le printemps. Je ressens mon jaune, les gars. Je ressens mes mouches jaunes, mes mouches oranges, là. Ah ouais, jaune. Ah, jaune, là, des canaris, là. Ouais. Une couple de succès avec ça. Des miques fines aussi, là, des grosses mouches. Puis aussi des mouches avec vraiment des longues queues, si on veut. Ouais. Je pense à une Alley Shrimp ou General Practitioner, qui est une mouche complètement orange, orange foncé. Beaucoup de teintes d'orange, en fait, sur cette mouche-là, qui est super intéressante. Encore là, c'est ça, des gros numéros, des grosses mouches. Puis même si l'eau est basse. Ça, c'est important. Tout le long les 2 premiers podcasts, on a parlé qu'on ajustait la mouche en fonction de l'eau. Mais l'automne, c'est probablement le seul moment où est-ce que je vais contredire cette règle-là, puis que je peux pêcher dans une période d'eau très, très basse, une période d'étiage, mais que je vais utiliser du gros stock parce que je sais que le saumon est agressif. Cool. Puis à part de ça, Phil, la sèche, je suis bien d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai 3 jours d'expérience de pêche en automne. Fait que tout ce que vous dites, je suis bien d'accord. J'embarque là-dedans, moi, 100%. Encore là. Il y a toujours quelqu'un qui peut nous contredire en disant, moi, je prends une petite 12. Ouais. Parce que c'est bien quelque chose que j'ai appris, en tout cas avec la pêche au saumon, c'est qu'il y a une chose de certaine, il n'y a pas de certitude. Non. D'ailleurs, je vous dirais que les gars, méfiez-vous de celui, je dis ça à tout le monde, mais méfiez-vous de celui qui connaît ça. Ouais. Celui qui connaît trop ça. Là. On va se le dire, là, en plus, celui qui connaît vraiment ça, il parle pas beaucoup, généralement, lui. Ouais. Je dirais qu'on entend plus son moulinet que sa voix. C'est quasiment Boucard Diouf. C'est du Boucard. Oui, c'est pareil. Comme dirait mon grand-père. Celui qui parle pas. Pêchez-vous encore en sèche? Ça sèche encore à l'automne? Oui. Moi, ça sèche vraiment. Puis encore là, c'est une question de température de l'eau. Moi, personnellement, c'est sûr que si l'eau est vraiment très, très froide, je ne serais pas porté à pêcher à sèche. Encore là, on dit jamais, mais tu vois, v'là 2 ou 3 ans, j'avais fait un voyage avec ma conjointe, puis j'ai pris du saumon à sèche là, en quantité. Là. Fait que ça peut être très, très bon. Bonaventure? C'était quand j'étais à Bonaventure. Mais l'eau se réchauffait pendant le jour. Le matin, c'était très froid. On avait une tuque, puis à la limite, ça prenait des mitaines. Là. Mais pendant le jour, la rivière prenait 3-4 degrés là, facile. Fait que là, tu voyais le saumon qui changeait de comportement un peu. Puis il ne ramassait pas à noyer, tu présentes une sèche, puis pouf, il la ramasse. Fait que c'est pas à cause qu'on est l'automne que l'eau est froide. Il faut juste. Encore là, le thermomètre, là, il est essentiel. Là, puis
on le dit dans tous les podcasts quasiment, là, peu importe l'espèce qu'on pêche, mais un thermomètre, c'est la base. Là. Parce qu'avec un doigt dans l'eau, là, c'est rare que tu sais exactement si l'eau est frette ou si elle est chaude. Puis, admettons qu'on essaie de situer, là. Tu sais, là, présentement, tu me parles de l'eau qui est froide, de l'eau qui est chaude, la sèche. On est-tu capable de mettre un indicateur là-dessus? Parce que c'est très relatif, de l'eau froide puis de l'eau chaude, là. Je peux bien mettre même si je mets le thermomètre, il faut que je sache qu'est-ce que je regarde un petit peu, là. À la sèche, là, je pense qu'on l'a dit dans le podcast, mais à la sèche, 55, c'est une bonne température pour la sèche. Là. Aux alentours ça peut jouer de 2 degrés en bas, 2 degrés en haut, mais si vous êtes à 55, la sèche, traînez-en dans votre... à mon avis, à moi, traînez-en dans vos poches. Là. Ça peut être bon. Là. 55, toi, t'es un Américain. J'ai tout en Celsius dans mon... Mais demande-moi-le pas en degrés. Désolé. J'ai aucune idée, moi non plus, en Fahrenheit. Je vais regarder ça direct après le podcast. Parce que quand t'avais été à Bonaventure, t'avais été en septembre, puis t'as des photos avec des saumons frais, en masse, là. Des grilles frais. Ouais. C'est ça, je dis. Ben, la Bonaventure, là, le saumon monte dedans. Là. Il y a des runs de grill jusqu'à tard en saison. C'est pas toutes les rivières. Vous regardez dans le coin de Gaspé, la York, la Saint-Jean puis la Dartmouth, là, à ce temps-ci de l'année, les montaisons, je suis pas certain, Phil, là, mais ça monte plus beaucoup. Là. Ça monte plus beaucoup. Non, t'as raison. Fait que ça dépend des rivières. Chaque rivière est différente. Mais la Matane, la Matane, on sait là, que c'est réputé là, que on est capable d'y aller en septembre, Cap-Chat également. Oui, puis il y a des rivières qui vous permettent de le savoir quand il y a des saumons qui rentrent dans la rivière. La Bonaventure ne le permet pas, mais la Matane, il y a des barrages qui vous disent combien de saumons qui sont montés dans la journée. Ça, c'est un bon indice de savoir. Là, ça vaut peut-être la peine de se prendre un droit d'accès quand il y a 100 saumons qui sont montés dans la rivière. Là. Dans la même journée. Puis Phil, si mettons tu vas pêcher en automne, là, tout, avec le temps que tu as, puis tes élèves, puis tout le kit, là, avec l'expérience que tu as eue, si tu avais une place que tu aimerais aller pêcher l'automne, tu irais où? Bon, j'en ai parlé 2-3 finalement. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que j'aurais tendance à dire la Cascapédia, là. C'est clair. Là. Ouais. On lève la main tout le monde ici en studio. C'est sûr que j'irais là, mais plus modestement ou peut-être plus près de Montréal, là, je vais parler de Matane, là, fin de la rivière là, à Matane. Là. Puis moi j'ai une affection particulière pour la rivière Cap-Chat. Oui, vraiment. Belle rivière. Puis c'est sûr que si j'ai le goût de me payer une petite expédition un petit peu plus luxueuse ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que Saint-Anne en amont, là. Je ne l'ai jamais fait. Toi, tu l'as fait, je pense que tu avais écrit un article. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu as écrit un article à Saint-Anne? Oui, tu avais fait l'amont en canot? Oui, là, on parle d'une descente, là, vraiment, 2 guides pour 2 personnes en canot, mais si on se sépare un territoire, là, je ne veux pas me tromper, là, mais c'est comme si on était juste 4 pour environ 5 km de rivière. Là. Donc, il y a 2 personnes qui partent en haut des chalets du Petit Saut, puis il y a 2 personnes qui partent au chalet du Petit Saut, puis après ça, l'après-midi, on fait une alternance. Donc, la pression de pêche, là, est moindre. Puis si vous allez voir là, des images là, de ce chalet-là, le Petit Saut, on se trouve comme à être comme une galerie en hauteur. Là. Puis il y a justement une petite cascade qu'on appelle le Petit Saut. Il y a une fosse là, en bas. Là. C'est incroyable la vue. Là. C'est merveilleux en plus d'avoir tous les chic-chocs. J'ai pas vu le haut, mais moi, la Sainte-Anne, elle occupe une place particulière dans mon cœur parce que c'est là que j'ai pris mon premier saumon dans la fosse Wesen en 2007 à 7h15, 7h20. C'est quelque chose que tu n'oublies pas. Mais c'est une rivière de toute beauté. Là. L'eau est super claire, qui ressemble un peu à l'eau de la Saint-Jean, un peu, la couleur de l'eau. Ouais. Mais Cap-Chat, c'est un peu. Moi, je pense que j'irais là. Cap-Chat, Sainte-Anne, Matane. Je me tiendrais dans ce coin-là, tout dépendant des tirages. Là. C'est une alternative. C'est beau. J'ai pas fait l'amont moi non plus, mais Laval, là, il y a quelque chose de charmant. La vallée, il y a un groove qui vient de chercher dans ce vallée-là avec la vue, ces montagnes. Les saumons sont gros. C'est comme, ça ressemble, je trouve, c'est comme c'est comme un peu la grande Cascapédia, mais version petite. Ça ressemble un peu, je trouve, le setup. Ouais, c'est ça. Avec la truite de mer aussi. Cap-Chat aussi, la truite de mer. Si vous... T'as-tu déjà fait le secteur à truite? Parce que je dévie un peu du sujet, mais tu as fait le secteur à truite en haut à Cap-Chat? Ouais, le secteur 3 une fois. Puis j'ai plus
Ça n'avait pas été wow, mais je prends des bonnes truites dans le secteur 2 à saumon aussi. Là. Ouais. J'ai fait le 3, j'ai pris une belle truite, puis il y avait du saumon. C'est probablement esthétique. Le plus beau secteur de saumon, moi, de rivière. Excuse-moi, là. Mais on parlait j'ai tout le temps le côté initiation en tête là, pour amener des gens. Là, on parlait de petite rivière, Captcha, c'est vraiment aussi idéal. Une petite rivière, mais avec des gros saumons pour la grosseur. Là. Ouais, Captcha, c'est une génétique de gros saumons. Là. En fait, pour le monde qui ne le savent pas, les rivières ont des génétiques de saumons qui sont toutes différentes. Puis il y a des rivières qui sont portées à avoir des saumons de plus petite taille, comme la Bonaventure. Il n'y a pas beaucoup de 30 livres sur la Bonaventure. Mais dis pas que ma rivière a des petits saumons, toi. Non, mais vous avez des saumons qui sont super non, c'est vrai que... non, c'est vrai que 12-15 livres, c'est pas mal. Ben, il y a aussi que la Bonaventure... c'est une rivière qui est très, très bien structurée. La définition des fosses, là, c'est quand même facile à lire, cette rivière-là. Tu vois à peu près où sont les saumons. C'est pour ça la qualité de cette rivière-là. Ouais. Pour revenir à la rivière Captcha, il y a aussi le fait que le saumon n'a pas beaucoup d'obstacles pour arriver dans ce secteur-là. Il n'y a pas de chute majeure. Fait, quand t'en pognes un, il est fort. Ouais. Un peu comme même chose pour la rivière Sainte-Anne, puis Saint-Jean aussi, là, à Gaspé. Là, on dirait que ils sont faits comme des ballons de football là, un peu. Il n'y a pas d'obstacle. Fait que quand t'en pognes, là, attache ta tuque, là. Moi, les places où je me suis fait dévisser, c'est la Sainte-Anne. C'était du saumon qui, d'après moi, ça faisait 24 heures qu'il était dans la rivière. Puis quand ça fait 24 heures, il y a de l'énergie. Puis le saumon d'automne, les gars, le combat, trouvez-vous qu'il est moins fort? Ouais, c'est sûr. C'est un des, on peut dire, désavantages. Parce que c'est pas le même thrill qu'un saumon de début de saison. Une des raisons, c'est que oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Il a même perdu du poids. Un saumon de 20 livres rendu au mois de septembre. J'ai pas de chiffre exact, fait que je ne m'avancerai pas. Mais il a certainement perdu au moins 1 livre, 2 livres peut-être même. Je vois juste Phil qui ne veut pas s'avancer lui non plus. Non, mais ça a du bon sens. ouais. Fait, je ne veux pas exagérer, mais ils perdent du poids. Ça, c'est sûr. Puis ils ont beaucoup moins de force. Imaginez-vous, là, vous avez pas mangé. Moi, une journée sans manger, puis je suis mort. Fait que ça va pas bien. Moi, je viens agressif. Mais bon, ça va bien, je vais vous nourrir. Si on va pêcher ensemble, je vais vous donner de la bouffe. L'un va être agressif, l'autre va mourir. Essayer de passer une bonne journée. Tu sais, le saumon, il a dépensé de l'énergie dans la rivière tout l'été. Fait que c'est clair qu'il y a beaucoup moins de force au mois de septembre. Ça peut être surprenant, par contre. J'ai déjà vu des situations où est-ce que le saumon était fort. Puis l'autre facteur que le monde ne tienne peut-être pas en compte, c'est les femelles qui ont beaucoup d'œufs dans le corps aussi. Fait qu'il y a un certain poids. Puis même les femelles voyagent un peu moins quand ils ont le ventre plein. Là. Quand il y a des coups d'eau, là, les saumons, ils ne feront pas. Elle va moins bouger, la femelle, étant donné qu'il y a beaucoup d'œufs. Là. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui fait peut-être que le saumon est un peu moins combatif aussi. Là, tu m'amènes à un point, là. Je viens de penser à quelque chose là, quand tu as parlé. Dans les approches que j'ai changées, on sait qu'on a parlé au podcast. Combien d'œufs, précisément? Combien d'œufs? On peut répondre à peu près. Hein, c'est à peu près 8000 œufs pour une femelle de 10 livres, à peu près. Tu vois, ça, je le savais pas. Ouais. Non, ça, puis, tu sais, on a parlé un peu dans le podcast d'été. C'est une affaire que j'ai changée quand j'ai pêché l'automne. J'ai trouvé que j'ai pêché sur du saumon tout le temps. Partout où j'allais, je pêchais sur du saumon. Fait que là, c'était comme plus travailler différentes approches que trouver des saumons preneurs. J'essayais plus de les déclencher que de trouver un saumon qui cherchait de mouche. Tu sais, souvent, là, comme là, dans le mois de juillet, je suis trop... Non, c'est ça, c'est pas de la chasse. Tu me déplaces. À un moment donné, je fais juste comme... Je passe beaucoup de mouches sur différents saumons. À un moment donné, je vais en trouver un qui veut. Tandis qu'en automne, c'était plus comme, OK, là, je vais pêcher sur du saumon partout, puis je vais trouver une façon de le prendre. C'est un peu ça mon mindset. Je sais pas si c'était le bon parce que je n'ai pas pogné. Mais finalement, mon conseil n'est peut-être pas si valable, je n'ai pas pogné. Mais au moins, il y avait du saumon. Fait que c'est intéressant. Ici, à bon avantage, je devrais trouver une façon de m'en sortir. Est-ce qu'il y a de quoi qui change aussi? Ben, il y a la couleur. La couleur, ouais. Ça, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Ouais. Pourquoi il change de couleur? On entend des pas pires, ça. Là. À moins que je me trompe, mais la raison, c'est par mimétisme. Ouais, c'est la raison que je donne, moi aussi. Ouais.
Je ne sais pas s'il y a peut-être une influence aussi de la transition d'eau douce à l'eau salée, Ouais. qu'il y a un changement corporel qui s'installe aussi. Tantôt, on a parlé des couleurs oranges là, qui sont très bonnes. Toutes les couleurs ultraviolettes. Il paraît que son acuité visuelle diminue un peu, puis sa capacité à percevoir les couleurs est moins bonne que quand il vient de rentrer dans la rivière. Mm-hmm. Fait que ça expliquerait pourquoi que l'orange, puis le rouge, puis les couleurs qui sont très, très voyantes seraient peut-être un peu plus efficaces l'automne. Ben, c'est top, ça. Je le fais. Je vais me monter un paquet de mouches oranges. Fait que là, il faut que je monte un paquet de mouches oranges. J'étais écœuré de monter des mouches. Arrêtez de me dire d'en monter. J'étais écœuré. Je suis plus capable. Mais j'en monte tout le temps. Un paquet de mouches oranges, il faut que je les fasse passer à une vitesse incroyable. Pas vite. Incroyable. Donc ça, c'est pas pareil. Ben, écoute, une vitesse incroyable. C'est quelque chose que j'ai retenu, ça, Luc. Là. Tu sais, des bons pêcheurs au saumon là, qu'on a rencontrés, là, tu sais, des Hugues Laroche, des Mathieu Vanout, on peut en nommer d'autres, là, Dave Adam, Geneviève, toute la gang. Je les ai tous entendus dire qu'une mouche, ça va pas assez vite pour ça ira jamais trop vite pour un saumon. Non, quand il veut, il apprend. T'sais, ça finit là. Elle passe trop vite. Non, ça n'existe pas, ça. On enlève ça de sa tête. Puis tu parles de faire des mouches. Définitivement. Là. Une autre chose aussi, on parle beaucoup des mouches. Moi, si on me demande en tout cas si c'est important les mouches comme telles, oui, mais vraiment plus la façon que tu vas la passer, ta mouche. T'es mieux d'avoir 5 mouches qui travaillent différemment dans ton coffre que d'avoir 1000 mouches. Moi, j'ai de moins en moins de mouches, mais j'en ai une toute petite, une grosse qui ramasse de l'eau, une que je suis capable de stripper. D'avoir des techniques qui sont différentes. Ça, c'est assez important. Beaucoup plus. Moi, je ne crois pas du tout là, on est 5 là, un arrière de l'autre, puis quelqu'un en a pris un parce qu'il y avait la mouche bleue. Mm-hmm. Moi, j'essaie d'être celui qui va être l'autre bord. Qui va être le seul à passer ma mouche de l'autre côté. D'être celui, je me l'ai fait faire souvent, mais le petit rebelle là, qui va de l'autre bord, des fois, la mouche, vu qu'elle passe de l'autre côté, ça déclenche quelque chose. Puis c'est pas à cause que j'avais une mouche bleue. Là. Ouais. Effectivement. À la limite, on aurait toute la même mouche, puis quelqu'un la passe d'une autre manière. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Là. On n'ose pas assez, hein? Ça, là, ça, c'est clair. Là. Des fois, t'as pogné un guide un peu weird. Là, il dit mets-toi de l'autre bord, le travers, puis lance ça par-dessus la tête, vers l'amont. Puis strip. Puis là, tu fais, mon Dieu, il est audacieux. Ben non, c'est un pêcheur de saumon. Il en a vu aller. Non, définitivement. Donc, varier des mouches différentes. On accélère nos mouches. Puis, surtout, je pense, le point essentiel, aller pêcher, c'est magnifique. Sérieusement, là. Si vous avez jamais vécu le saumon l'automne, faut que vous le fassiez. Ça a juste pas de sens comment que c'est beau. Surtout moi, étant originaire Gaspésie un petit peu, la Gaspésie d'automne. C'est le plus bel endroit du monde. Donc, allez-y. Avant que je close ça, Phil, as-tu un point que t'aimerais amener? Y a-tu quelque chose qu'on oublie qui te ramène ça dans la tête en ce moment? Ça a fait pas mal le tour, mais peut-être juste en terminant, là, on me demande souvent, c'est quoi un bon saumonier? Un bon saumonier. C'est quoi un bon saumonier? Ben, c'est ça, c'est une drôle de question. Puis, pour moi, un bon saumonier, premièrement, c'est quelqu'un qui connaît bien la rivière puis qui sait sont où les saumons selon les conditions. Je suis d'accord. Et j'ajouterais que c'est quelqu'un qui possède aussi une bonne technique qui va lui permettre de diversifier ses approches. Donc, c'est pas quelqu'un qui pêche tout le temps, mais il sait où pêcher puis il va essayer différentes façons de pêcher. Pour moi, c'est ça, un bon saumonier. Ça demande de l'expérience. C'est sûr que si tu es collé sur la rivière puis tu restes sur le bord de la rivière, tu sais, des fois, on dit ça, celui qui reste sur le bord de la rivière, là, il pêche pas plus, mais il pêche quand c'est le temps. Ça, c'est quelque chose que... C'est une question qu'on nous pose souvent quand on fait des conférences. Là. C'est quoi un bon saumonier? C'est pas évident à répondre, mais c'est un peu l'ensemble de ça. Là. Quelqu'un qui s'adapte aux conditions, qui garde pas toujours la même stratégie, qui est attentif à ce que les autres disent. Ouais, puis je vous invite à prendre des notes. C'est nono, là, c'est très scolaire. J'ai commencé à faire ça quand j'ai fait le voyage avec toi. Puis c'est fou l'information qu'on perd dans notre mémoire si on ne prend pas ça en note. Ouais. Puis après ça, c'est utile pour les années suivantes. Suivantes. J'essaie de prendre en note, de faire un petit résumé des journées de saumon là, que j'ai eues.
on l'a dit tantôt, là, ça me permet aussi de relaxer. Il faut que je me trouve des trucs, mais d'écrire le niveau d'eau, comme la température, avec quoi on a pêché. Puis tu retournes dans ce livre-là, hein? Tu fais, ah oui, hein, on est déjà venu, là. L'eau était à 8 mètres cubes, là, il faisait chaud, là. Le saumon était là. Le saumon était là, puis cabarouette, il y a quand même des patterns, là, comme on dit, là, des choses qui reviennent. Donc, j'encourage les autres à prendre des notes. Puis ça, vous allez voir, à un moment donné, là, vous allez pouvoir échanger des informations contre ce que vous voulez. Ça marche, ça. Ce que tu viens de dire là, c'est mon combat de... C'est mon combat de toutes mes journées guidées, finalement. Là. Tu te lèves le matin, toi, les conditions d'eau changées, on sait. C'est ça la job. Notes, c'est exact, c'est ça. Là, j'en ai pris plein je note. Ouais. Ouais, puis là, tu sais, des affaires exceptionnelles, juste de comme, oh, la tête de petit blanc, il n'y avait pas de saumon dedans. Puis là, aujourd'hui, je viens de repasser 2 jours plus tard, 14 saumons dedans. Là, tu check. OK, on a regagné 2 mètres cubes. Oh, on a regagné 2 mètres cubes. Fait que là, quand j'étais à 16, il n'y avait pas de saumon là, mais à 18, ils sont là. Mais là, t'enregistres ça, puis là, c'est sûr que là, l'été prochain, je me souviens pas de ça, là. Fait que l'été prochain, ben, t'ouvres ton calepin de notes. Puis, ils sont très grégaires, les saumons en passant. Tu sais, souvent, quand il va y avoir en début de saison un amas de saumon dans une fosse, les saumons amènent d'autres saumons. Puis ça, c'est vrai. C'est comme les pêcheurs. Si tu as 10 saumons, ouais, mais si tu as 10 saumons dans une fosse, puis tu as des nouvelles montaisons, ça va faire une barrière pour les autres saumons qui arrivent, puis ils vont être quasiment forcés d'arrêter. J'ai vu souvent ça, des saumons qui rentrent dans la fosse, puis là, ils criment, il y a donc bien du monde ici, ils se partent là, puis là, ça s'accumule. Fait que ça aussi, c'est intéressant. C'est comme quand tu pêches en chaloupe dans un lac. Tu sais, t'es 3 chaloupes avec tes chums, puis là, tu dis, check ça, on va changer de spot, mais on va attirer tout le monde à notre spot. Check bien ça. Fait que là, tout le monde s'en va à ton spot, là, ils sortent du bon spot, là, tu retournes dans l'autre spot. T'avais déjà fait ça? Moi, je fais ça. Bien pas correct. Ouais, ça... Je beau zoom. C'est la même affaire. Nous autres, on faisait ça. Je vais peut-être pas dire ça, mais c'est fou, c'est un peu le même concept. Donc, les saumons tirent les saumons. Fait que, Phil, moi, j'ai pêché avec toi une journée, puis je trouvais que tu étais un très bon savonnier, puis je t'ai vu une semaine à Pourvoirie, puis t'es aussi un asti de crinqué. J'ai vu partir 7 jours de temps, 12 heures de temps. J'avais revenir tard. Je dis, je suis brûlé, mais les autres sont encore à la pêche, je travaille. Fait que, on fait des conseils blocs quand même. Là. Non, des très gros blocs. C'est une drôle de drogue, hein, cette pêche-là. Quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur, là. C'est sans dessin. Ouais, il nous juge, là. Ouais, c'est ridicule. Il a le droit de nous juger. Là. C'est gênant. Des fois, t'es 8 heures, t'as pas d'action. Puis là, tu prends un saumon, 8 secondes, tu le perds, tu sais. Tout ça pour 8 secondes où t'as été énervé, là, tu sais. Ouais. Puis là, si t'en pognes un, t'as les épaules droites et un sourire pendant 2 jours. Tu sais, c'est ça. Vive le doré! Vive le doré! T'arrives au chalet le soir, puis t'es juste comme... Ah, c'était une bonne journée, pareil. Je n'ai piqué 8 secondes. Ben, t'es content. T'as passé une bonne journée. Tu viens de pêcher pendant 14 heures. Hey, ça fait pas de sens. C'est sûr que ça fait pas de sens. Okay. Quand je fais une synthèse de tout ça, c'est un peu pour ça que j'aime ça, je pense, pêcher le saumon. Parce que c'est pas évident. On l'a vu, là, on en a parlé. Autant, si on veut l'organisation, un peu la gestion, c'est dur à pogner. Puis quand t'en pognes un, il est dur à sortir. Fait que je pense que c'est ça que j'aime. Ça nous rendrait humble, hein, tu sais, parce que... Puis des fois, on pense qu'on a trouvé la recette. Hey, ça, c'est drôle. Puis l'autre jour, ça marche pas, puis après, ça fonctionne pas. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime la pêche au saumon, tu sais. J'aurais bien de la misère à me passer de ça. Puis quand j'arrive à tout mettre en place, les informations avec mon partenaire, puis qu'on en prend un, ben, ça a valu la peine, tout ça. Je trouve que ça finit bien. Sur ce... J'ai même pas envie de faire de close. Je veux même pas rajouter rien. Bonsoir. Embarquez la maintenant. Merci tout le monde.